On connaît tout le monde à cette table, tout le monde est intervenu d'une manière ou d'une autre tout au long de la semaine, pour certains à plusieurs reprises, certains étaient déjà présents, je regarde Mathias Bernard, certains étaient déjà présents à la conférence de presse de lancement, d'autres nous rejoignent. Je salue Monsieur Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, Monsieur Chopin. Merci Monsieur Lenoble d'être avec nous. Frédéric Aguilera, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge des mobilités, va nous rejoindre un petit peu plus tard dans cet échange. Je vais pas... j'ai eu la chance le privilège d'animer la conférence de lancement, comme on dit. Donc, je suis libre de vous donner la parole, et Patrick Oliva m'a donné le micro en ce sens. On connaît aussi mon sens de la liberté lors des tables rondes. Je ne vais pas vous demander, mesdames, messieurs, de nous refaire le topo du début ou les topos académiques qui sont prévus. Je vais vous demander de vous engager et de nous dire ce qu'il y aura de différent entre maintenant et dans un an, lorsqu'on va faire un nouvel Orbimob, et lorsque, justement, nous allons transformer, comme nous l'a dit tout à l'heure l'un de nos intervenants, nous allons transformer l'événement en dynamique. Et pour transformer l'événement Orbimob en dynamique, il faut des engagements. Il faut que vous preniez des engagements les uns les autres, et que, à la lumière des institutions que vous représentez, vous disiez, on va aller dans cette direction, on va laisser tomber peut-être telle chose, on va mettre un coup de projecteur sur tel autre. Voilà. Qui va prendre la parole? Sachant que j'ai demandé à Patrick de ne la prendre que quasiment à la fin, juste avant le représentant de l'État, pour nous faire aussi la synthèse de ces différents éléments. Oui, bien évidemment. Mais c'est une vidéo. Donc, si c'est une vidéo, ce n'est pas tout à fait la même chose. On va commencer par la vidéo du préfet, et ensuite, ça vous laissera le temps de répondre à mes questions et à cette question. Donc, on va regarder la vidéo de Pascal Mayos, préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur de Massif Central. Notre région est un territoire moteur pour les mobilités, et cet événement le prouve. Je voudrais remercier les organisateurs, les partenaires et les intervenants de cet événement. Trois grandes priorités de l'État pour les mobilités. Tout d'abord, les mobilités du quotidien. Il s'agit effectivement de se rendre à son travail, de faire ses courses, de pouvoir accéder aux services publics ou aux loisirs. Le cap a été clairement fixé par la loi d'orientation des mobilités de 2019. Il se traduit par l'accord de relance ferroviaire en Auvergne, porté par l'État et le Conseil régional, pour 280 millions d'euros, avec deux principales orientations, les petites lignes ferroviaires et la modernisation de la ligne Paris-Clermont. Le deuxième priorité est la transition écologique. On le sait, les transports sont responsables d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif est clair, il est fixé par la loi climat et résilience. Il s'agit de réduire ces émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. La boîte à outils est définie dans la loi d'orientation des mobilités, elle permet de décarboner les transports. Un exemple, les appels à projets vélo, qui permettent en fait d'obtenir des financements pour mettre en place des voies et pistes cyclables sécurisées. Troisième objectif, le report modal de la route vers le fleuve ou le rail, évidemment en Auvergne, davantage vers le rail. C'est là la mise en œuvre de la stratégie nationale en faveur du fret ferroviaire. L'objectif est clair, doubler la part du fret ferroviaire d'ici 2030. On le voit, mesdames et messieurs, l'État souhaite accompagner toutes les initiatives
Évidemment, en écoutant vos idées, en finançant vos projets, répondant à vos demandes, l'État, c'est évidemment à la fois l'ADREAL, l'ADEME, le CEREMA et la Banque des territoires. Tirons donc ensemble parti de toutes les opportunités. Les opportunités, c'est à la fois le plan de relance, le prochain contrat de plan interrégional État-région Massif central et enfin le plan Avenir Montagne. Je vous souhaite une bonne journée de réflexion, d'idées et de propositions. Notre région est un territoire moteur pour les mobilités et cet événement le prouve. Je voudrais remercier les organisateurs, les partenaires et les intervenants. Il faut que quelqu'un prenne le micro et se lance. Pas de protocole immédiatement, sauf sur la fin de notre séquence. Les engagements, on peut les avoir de quelle manière, on peut les tenir de quelle manière? André Marcon, je vois que vous me regardez, vous avez certainement envie de prendre le micro. Je vous regardais pour... peut-être ça. Prenez le micro. Pour attendre la suite, mais je veux bien volontiers parler. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire au cours de ces 2 jours, mais plutôt revenir sur ce qui m'a frappé dans la semaine et sur ce que nous, à Macéo, nous pouvons faire et sur lequel nous pouvons nous engager. D'abord, ce qui m'a surtout frappé, c'est l'engagement des acteurs de terrain. On voit que la population a envie de participer à un élan collectif pour avoir une mobilité qui soit beaucoup plus écologique. Deuxièmement, la volonté des décideurs. Tous les gens que nous consultons, que nous voyons, et avec Patrick, on a vu des décideurs en charge de collectivité, tous dire il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas trop dans quel sens aller. Mais il y a une volonté très très forte des décideurs, donc des financeurs. Ensuite, j'ai fait aussi le constat de la richesse des connaissances qui avaient pu être amassées au cours de cette semaine. Vraiment des expériences assez extraordinaires jusqu'aux expériences internationales. Mais aussi le constat de nos richesses naturelles, de ce territoire qui est un territoire d'avenir, qui a beaucoup de chances pour l'avenir, ça a été encore dit tout à l'heure. Et puis les multiples opportunités de financement. Quand je vois ça, je me dis comment est-ce qu'on peut conjuguer à la fois toutes ces richesses, tous ces financements avec les projets des acteurs. Il y a un grand mot, bien sûr, quand on veut ouvrir des chantiers, il faut qu'on ait un peu d'ingénierie pour monter ces projets. Il me semble, et c'est le constat que j'ai fait, j'ai eu l'occasion de le dire, j'ai fait un rapport là-dessus, que sur l'ingénierie des gros projets, il y a ce qu'il faut, ils sont identifiés, ça se passe. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'ingénierie pour les petits projets, et surtout pour les projets collectifs, vous allez voir. Sur les petits projets, il y a déjà de l'ingénierie du moment que les programmes sont un peu identifiés. Il y a beaucoup d'ingénierie, qu'elle soit au niveau départemental. Les régions font de l'ingénierie aussi. L'État, à travers la NCT déconcentrée, apporte de l'ingénierie. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est des fois l'accession à cette ingénierie qui est un peu plus compliquée parce qu'on ne la connaît pas. Nous avons fait d'ailleurs une préconisation dans le cadre du rapport, c'est d'ouvrir justement une plateforme qui permette de se diriger vers toute l'ingénierie disponible sur le territoire. Et puis après, chacun va choisir qui peut venir l'aider. Mais ce qui m'intéresse, c'est sur ces projets tels que celui-là, qui est un grand projet de la mobilité, c'est comment faire en sorte que les acteurs de terrain puissent faire émerger des projets, passer du micro au macro. Et le Massif central a une culture en la matière. Nous avons fait beaucoup de choses justement par le phénomène de réseau, par le phénomène de travail collectif et de l'intelligence collective. Je vais vous rafraîchir la mémoire, j'en ai noté quelques-uns. Savez-vous que la prime à l'aménagement du territoire, qui date, je vous le concède, a été inventée sur le territoire du Massif central. Green France, qui est maintenant la référence en ce qui concerne le tourisme pour les petites structures, c'est vraiment une invention du Massif central. Les 2 pôles de compétitivité ont été faits à partir du Massif central au départ. Maintenant, ils ont trouvé tout à fait le rythme de croisière. Mais Vivier-Bois, Vivier-Pierre,
Revenons, les villages étapes, l'invention des villages étapes, c'est le Massif central, c'est les acteurs de terrain qui l'ont fait. Les villages étapes, les villages services, c'est aussi le Massif central. Donc vous voulez dire que ce territoire est porteur justement d'initiatives qui engagent pour l'avenir? Il est porteur du sens du travail collectif, parce qu'on est petit, on travaille ensemble et on fait émerger. On est petit, on travaille ensemble, mais on travaille ensemble non seulement avec notre expérience d'acteurs de terrain, mais aussi avec l'académisme nécessaire à tout ça. On a besoin d'académisme. Mais ces petits porteurs n'ont pas toujours accès facilement à l'académisme parce que leurs projets sont petits. Et c'est passé du micro au micro-macro. Eh bien, je peux vous dire qu'au niveau de Maceo, eh bien, nous allons nous engager justement sur ce secteur-là pour tous ces projets qui sont à la fois complexes et des projets mixtes, parce que nous croyons beaucoup à l'investissement mixte public-privé. Donc tous ces projets complexes, mixtes, là, il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage par rapport à ces collectivités. Il y a aussi une volonté de rassembler ces collectivités pour les faire travailler ensemble. Et bien, dans le domaine de la mobilité, Maceo va s'engager. Et nous évoquions tout à l'heure aussi l'idée que sur ces projets, si on veut les faire en sorte qu'ils soient appropriés par la population, il faut mettre en place des moyens de financement participatifs. Nous avons préconisé un fonds de dotation Massif central qui permette justement d'ouvrir ces fonds de participation. Eh bien, je crois que tout ça, nous nous mettons au travail et c'est l'engagement que nous prenons pour le réussir. Et Maceo demeure un partenaire privilégié d'Orbimob? Non seulement un partenaire privilégié, mais surtout un partenaire enthousiaste et militant. Voilà qui est dit. Monsieur le Président de l'Université, ce qui vous a frappé dans cette semaine, sur ce que vous avez pu entendre personnellement, les retours qui vous sont remontés, et puis aussi voilà, ces engagements pour que l'année prochaine, je vous demande où vous en êtes des engagements pris il y a un an. Alors, écoutez, ce qui m'a frappé, je crois, effectivement, lors de cette première vraie édition de Orbimob, on va dire en présentiel, puisqu'effectivement l'édition de l'année dernière s'était faite essentiellement à distance. Je crois que c'est véritablement, et ça rejoint ce qu'a évoqué André, c'est l'importance justement de la constitution d'un réseau, quoi, en quelque sorte. Et je dirais l'ouverture, on le voit effectivement de nombreux partenariats entre toutes les personnes et structures qui sont représentées autour de cette table. Je crois que c'est ça effectivement la valeur ajoutée d'Orbimob par rapport à ce que chacun d'entre nous, on peut faire de façon, je dirais, autonome en quelque sorte, dans notre, je dirais, par rapport à nos missions. Je crois que c'est l'importance justement du réseau qui se constitue, je dirais le développement des partenariats, alors partenariats public-privé, c'est évoqué par André, partenariat aussi, je dirais, entre je dirais, la recherche la plus fondamentale par exemple, et puis un certain nombre d'applications d'innovation, le volet formation, etc. Tous ces aspects-là, je crois que c'est effectivement ce qui peut nous permettre de gagner en intelligence collective, et puis aussi d'être innovant, d'être visible. Parce que je crois que la force de notre territoire, c'est quand même d'être à une taille qui permet justement aux acteurs de dialoguer facilement, et du coup de pouvoir avancer, peut-être de façon plus réactive, plus rapide que d'autres, sur un certain nombre de ces projets mutualisés, partenariaux. Donc ça, je crois que c'est vraiment... Bon, c'est un constat. Mais c'est le constat de cette semaine, parce que voilà, on a vu dans l'ensemble des journées... La semaine aura permis de bien mettre en valeur justement cette valeur ajoutée, vous dites, construction d'un réseau, ouverture d'un partenariat. Maintenant, on fait comment du côté de l'UCA? Juste pour donner un exemple, parce que Patrick était également présent, et puis avec effectivement aussi de nombreux partenaires privés. Et un des temps forts de cette semaine, ça a été effectivement au lycée Pierre Boulanger de Pont-du-Château, justement, autour de tous les projets de formation, et notamment d'un projet de campus des métiers sur les transports, la logistique. Et voilà, on a vu effectivement ce que l'on pouvait faire entre l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur, l'ensemble des partenaires et de la filière, je dirais, industrielle et économique, et comment justement là aussi pour former nos jeunes, on pouvait effectivement avancer. Donc vraiment, voilà, pour moi, c'est Orbimob rend possible
possible ce type de rencontre. Alors, sur Catalyseur de ces idées, de ces développements. Tout à fait. Alors sur l'engagement de l'université, je crois que nos engagements, ils vont, on va dire, s'inscrire dans le prolongement de ce qu'on a déjà apporté, et pour aller bien sûr plus loin, plus fort. Alors sur le volet de la formation, c'est effectivement de finaliser ce projet de campus des métiers d'excellence sur la dimension mobilité durable. C'est d'obtenir le label d'université européenne sur la problématique des mobilités durables. Et puis c'est effectivement, je dirais aussi faire ouvrir notre diplôme d'université qu'on a évoqué dans ce domaine-là et progressivement sensibiliser, je dirais dans 2 ans, 50% au moins de nos 40 000 étudiants à ces problématiques de mobilité durable. Ça, je crois que sur la volet formation, c'est des engagements que l'on peut prendre. Dans la dimension de la recherche, sur les différents aspects, je crois que notre engagement, c'est bien sûr de poursuivre l'effort de recherche qu'on engage sur les problèmes à la fois de mobilité, des personnes, mobilité des biens, mobilité aussi santé, c'est une problématique importante. Et justement sur ces problématiques-là, poursuivre l'effort de recherche fondamentale, mais aussi vraiment être à l'écoute des demandes de la société, que ce soit la demande économique, avec justement l'ensemble des acteurs économiques, et puis la demande aussi sociétale, qui émane aussi du citoyen, parce qu'il y a aussi cette dimension-là qui me semble essentielle. Et là, nous, au niveau de l'université, on est prêt à répondre je dirais, aux appels à projets ou aux sollicitations avec justement nos partenaires pour justement qu'on soit très présent sur ces créneaux, on va dire, d'innovation économique, d'innovation sociale aussi, qui sont essentiels. Sur ces questions d'innovation économique, d'innovation sociale, il y a eu une très belle soirée, c'était jeudi je crois, non jeudi c'était hier, donc c'était mercredi aux alentours de 18h à l'IADT, c'était vraiment 1 heure de petits bijoux, moi je me permets de dire ça, on a appris plein de choses. Merci Mathias Bernard. Passez le micro à votre collègue, si je peux me permettre, du rectorat. Monsieur Ajas, vous représentez aussi le recteur. Lors de la conférence inaugurale lundi à la métropole, vous avez eu des mots forts par rapport aux plus jeunes, qui ne sont pas là, mais qui peuvent être nos enfants, nos petits-enfants, et qui, en fait, sont ceux pour qui nous sommes en train de bosser à travers Orbimob, pour qu'un jour, ils ne se préoccupent plus de savoir si Orbimob a besoin ou pas d'exister, parce que c'est eux, aviez-vous dit, lundi après-midi, lundi soir, qui seront justement au cœur de cette problématique des mobilités durables. Vous êtes convaincus qu'au bout d'une semaine, vous êtes dans la bonne lignée, là? Orbimob est dans la bonne lignée? Je crois que je vais peut-être vous décevoir, parce que je ne vais pas aller sur une rupture, moi je vais aller sur une continuité. C'est-à-dire que l'éducation nationale, comme l'université, ce ne sont pas des éléments qui sont statiques. Il y a un mouvement qui se fait, et il y a toujours un mouvement qui se fait. L'essentiel, c'est de le montrer, ce mouvement. Et ça, c'est important pour nous. Donc, moi, j'irais plutôt sur la continuité. Et la continuité, c'est justement travailler ces jeunes. Tout à l'heure, alors, il y a eu une séance juste avant, où il y a eu des éléments. Je ne vais pas vous parler technologie, ça a été fait. Je ne vais pas vous parler organisation, ou alors un tout petit peu. Par contre, moi, je vais vous parler de l'humain, des jeunes. Tout à l'heure, je sais qu'André Marcon, tout à l'heure, a dit à un moment, pour laisser la place à Shaima, a dit « je vais laisser la place aux jeunes ». Moi, je ne pense pas qu'il faut laisser la place aux jeunes. Je pense qu'il faut leur trouver la place aux jeunes, leur permettre d'accéder à une place et trouver la place qu'ils ont envie. Et c'est ça notre action, c'est l'action à la fois de l'éducation nationale, mais là je parle sous le contrôle de l'université, c'est aussi la place de l'université, trouver la bonne place aux jeunes et la bonne place dans un futur qui soit à la hauteur de ces jeunes. Leur passer le témoin, pas laisser le témoin tomber en route. C'est pas leur dire ciao, ragazzi, ragazze. C'est pas leur dire allez, vous prenez la suite, vous verrez bien ce que vous ferez. C'est leur passer aussi une terre en bon état et une terre qu'on a peut-être organisée vers le mieux. Donc ça, c'est ces éléments-là. Nous, au niveau de l'éducation nationale, on travaille les masses. On travaille les masses. Je vous rappelle, je l'ai dit ce jour-là. Lundi. J'ai dit lundi. Alors, je vais vous donner là le chiffre exact. C'est 102 602 élèves dans le premier degré. C'est 106 602 élèves dans le premier degré sur les 4 départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de la Haute-Loire et du Cantal. Ils ont entre 2 et 10 ans. Ils ont entre 2 et 10 ans. Dans 20 ans, c'est eux
qui vont prendre justement ce témoin et qui vont essayer de l'amener jusqu'au bout. Donc il est important qu'on leur propose demain une terre en bon état, des opportunités, des actions, des métiers. Et je pense que la mobilité, le travail d'Ormimob, c'est justement celui-là. C'est de permettre d'aller vers les métiers de demain et vers des métiers qui soient durables. Le terme de durabilité a été apporté et je pense qu'il est important d'aller sur ce terme-là. On accueille M. Aguilera. Merci Frédéric Aguilera de vous joindre à nous pour ce moment, cette séquence de synthèse pour voir comment on va plus loin par rapport à Orbimob. Encore une question, M. Ajas. À la lumière de ce que vous dites, de ce que vous confirmez par rapport à l'implication du rectorat, dans quelle direction voulez-vous qu'Orbimob aille davantage encore l'année prochaine? Alors, j'ai entendu qu'Orbimob était un catalyseur. C'est aussi une chance parce qu'elle nous permet de nous poser, de regarder un petit peu ce qu'il y a autour de nous et d'essayer de proposer les éléments qui vont permettre justement d'aller vers la société que veut mettre en œuvre cette action. Donc c'est un catalyseur, c'est quelque chose, c'est aussi un événement et puis une organisation, un agrégateur de compétences qui permet d'aller dans ce sens-là. Jeudi, donc hier, Mathias Bernard en parlait tout à l'heure, il y a une action qui s'est passée au lycée Père Boulanger, sur lequel on a retrouvé des collégiens, une centaine de collégiens, des lycéens, des étudiants à la fois qui sont basés au lycée, mais aussi des étudiants qui sont basés à l'IUT, une centaine aussi, qui sont venus écouter des conférences, qui sont venus voir des choses. Alors on a entendu parler de logistique, on a entendu parler parfois de mathématiques, parce que j'ai entendu des éléments sur les factoriels. On a entendu tout un tas d'éléments qui vont dans le sens des mobilités de demain, qu'est-ce qu'on peut faire demain, vie mon métier, des éléments qui étaient à mon avis assez essentiels, mettre en même temps des collégiens, des lycéens, des étudiants sur un même site, sur des mêmes thématiques, c'est rare. Et je pense que ça a plutôt bien marché. Il faut réitérer l'exemple. Patrick Oliva prend des notes. On le voit réfléchir. Quand il réfléchit, il prend des notes. On le connaît bien dans l'équipe d'organisation. Merci, Monsieur Ajas, de ce témoignage. Nathalie Dini, voilà, même question à vous en tant que membre associé de la CCI du Puy-de-Dôme. Discours académique lundi, ce soir, à presque 17h15. Vous voulez nous dire quoi de différent? Bon, déjà, la CCI est vraiment ravie d'être associée à Orbimob. Alors, cette semaine, Orbimob a bien illustré le caractère multidimensionnel de la mobilité. On s'adresse à des cibles ou des parties prenantes très diverses. Donc, on parle de grand public, de collectivités territoriales, d'entités publiques, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, le monde académique et de la recherche, les entreprises, les porteurs de projets innovants. Et donc, chaque cible devra donc être prise en compte avec des approches spécifiques et des objectifs précis avec une feuille de route à établir. Et donc, il va falloir travailler avec ces différentes parties prenantes, l'ensemble étant nécessairement coordonné et animé au niveau du territoire. Donc, j'ai encore 3 points à vous dire. Donc, quand on parle de mobilité, il faut aussi réfléchir temporalité. Et bien sûr, il faut penser à long terme, avec en particulier différents projets de recherche, mais aussi maintenant des projets à court terme et à moyen terme en travaillant sur l'appropriation des nouveaux usages par les différentes parties prenantes. Ensuite, bien sûr, le 3e point, enfin collectivement, nous devons œuvrer ensemble à une véritable mobilisation des moyens sur notre territoire. Alors quand je dis moyens, c'est les moyens humains, les moyens techniques, l'expertise, mais aussi le nerf de la guerre, les financements. Les financements et en particulier dans le cadre de la nouvelle génération des financements européens. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, comment la CCI peut s'engager, et c'est vraiment quelque chose de fort pour nous. Et donc, on compte s'investir sur des cibles particulièrement qui nous tiennent à cœur, donc les TPE et les PME, et bien sûr les startups. Alors, notre action va se faire sur 3 axes très forts. Donc, l'accompagnement au changement et aux mobilités vertes auprès des PME et TPE.
Également l'accompagnement des innovateurs, hein, donc PME et start-up, qui proposent bien sûr des solutions nouvelles de mobilité ou d'aide à la mobilité. Et bien sûr, ce que tout à l'heure André parlait, l'accompagnement de projets collectifs de territoire. Et par exemple, je vais reparler, mais j'en ai parlé lundi, donc on ne va pas faire de redite. Mais voilà, la CCI s'est engagée auprès d'Inspire pour être à l'écoute voilà, du monde économique, pour accompagner ce projet de mobilité qui est vraiment un projet phare pour la métropole clermontoise. Même question qu'à M. Ajas il y a un instant. Est-ce qu'il y a un axe sur lequel vous voudriez, à la lumière de la CCI que vous représentez, vers lequel vous souhaiteriez qu'Orbimob aille l'année prochaine? Un axe en particulier? Bonne question. Hein. Parce que c'est vrai que, bon, en tout cas, en tant que CCI, l'axe prioritaire pour nous, ça va être le monde économique. Hein, et donc, peut-être regarder peut-être un travail vers les startups, vers les innovateurs. Hein, et peut-être qu'on aille chercher voilà, des expériences sur des TPE-PME. Voilà, c'est vrai qu'en tant que CCI, le monde économique, c'est quand même notre axe. C'est normal. On prend des notes. Merci. Patrick Oliva prend des notes. Oui, ce que je voulais dire également, je voulais remercier toute l'organisation d'Orbimob, bien sûr, Patrick Oliva, mais également la métropole clermontoise avec Nicolas Ferrand et puis bien sûr Maceo pour tout le travail qui a été réalisé. Hein. Jérôme Oslander, les questions sont les mêmes. Vous étiez engagé dès le début sur la première édition d'Orbimob. Vous étiez présent lundi. C'est vous qui nous accueillez à l'époque, enfin à l'époque, il y a quelques jours, donc en tant qu'hôte. Aujourd'hui, quel est votre sentiment sur cette semaine? Nous vous savons vous avez été très présent sur la semaine. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Pour essayer de remettre en perspective cette semaine d'un point de vue d'un élu d'une collectivité territoriale, je dirais qu'aujourd'hui, la question des mobilités durables, elle est devenue la politique publique prioritaire de tous les centres urbains, quelle que soit d'ailleurs leur taille. Des plus grandes mégalopoles en passant par les métropoles, les villes moyennes ou les petits bourgs et villages, toutes ces ensembles sont aujourd'hui confrontés à la nécessité de penser les mobilités au regard des effondrements écologiques à venir, c'est-à-dire de penser des mobilités de manière décarbonée. Et ça, c'est une révolution absolument majeure qui touche tous les territoires. Alors le paradoxe, il est que les mobilités durables, les mobilités décarbonées, elles sont essentiellement pensées, réfléchies, mises en œuvre avec des dispositifs qui sont issus de la recherche ou d'investissements très forts de la part des collectivités les plus riches dans les grandes métropoles ou dans les grandes mégalopoles. Mais ce ne sont pas dans les mégalopoles ou dans les grandes métropoles que se trouve aujourd'hui la majorité de la population. La majorité de la population, elle se trouve davantage dans des territoires comme les nôtres, c'est-à-dire avec un centre urbain relativement dense, mais qui est ouvert sur le périurbain, le rural ou la moyenne montagne, comme c'est le cas de notre région et de notre territoire. Et donc tout l'enjeu pour nous d'Orbimob, c'est précisément d'arriver à répondre à cette défaillance, à cette carence. Et qu'est-ce qu'on a constaté cette semaine? On a constaté qu'on disposait sur le territoire de tous les acteurs et de tous les atouts qui nous permettaient d'y répondre. Encore faut-il, et c'est tout l'enjeu qui est celui d'Orbimob aujourd'hui, les fédérer et les mettre en ordre pour travailler. Néanmoins, vous avez commencé, on aura tous relevé ça, par le mot acteur, ce qui veut dire que voilà, le potentiel humain est présent, et qu'il faut là encore être dans cette notion de catalyseur. Exactement. Et je pense que en fait, aujourd'hui, on marque peut-être l'ouverture de la phase 2 d'Orbimob. La première phase, elle était celle de la conviction et de la fédération de tous ces acteurs. C'est réussi. Nous avons, grâce à Patrick Oliva, la dynamique qu'il a impulsée et tous les acteurs qui sont réunis, rassembler ensemble les grands prescripteurs territoriaux en termes de mobilité. Les collectivités territoriales, naturellement. La ville, la métropole, le département, la région, le Massif central. Je pense qu'il faut qu'on s'ouvre à d'autres collectivités, d'autres communes du territoire. Je pense qu'il faut également qu'on réfléchisse à une échelle qui soit celle du bassin de vie du Grand Clermont.
parce que les mobilités aujourd'hui, elles se pensent sur cette échelle-là, sur le pôle métropolitain aussi. Cela répond effectivement à la configuration qui est la nôtre. Nous avons réuni le monde académique qui permet effectivement d'identifier les besoins, de réfléchir aux dispositifs et aux réponses possibles, et le monde entrepreneurial. Et l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, il est maintenant de passer à la phase 2, c'est-à-dire la phase de construction de réponses concrètes pour notre territoire. Alors, je vais on peut déjà entrer dans cette construction dans les semaines qui viennent pour que dans un an, vous nous disiez des choses concrètes, Jérôme Oslander? C'est en tout cas tout l'enjeu autour duquel on est mobilisé. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas répondre directement à la question initiale que vous nous avez posée, qu'est-ce que vous allez faire la métropole? Parce que l'intérêt finalement d'Orbimob, ce n'est pas ce que la métropole va faire, c'est qu'allons-nous faire tous ensemble? Comment est-ce que la synergie... Vous pouvez provoquer des réunions de travail en ce sens? Mais c'est tout l'objectif. Et le premier objectif, c'est d'arriver... Alors, on a fixé des grands objectifs que l'on veut atteindre, mais maintenant, il faut les décliner sous forme de coopération concrète, sous forme de projets concrets. Mais pour que l'on puisse travailler de manière rationnelle, il va falloir qu'on élabore aussi un certain nombre d'indicateurs qui viennent objectiver les travaux, les mises en œuvre des dispositifs qu'on va mettre en place. Et ça, il existe par exemple dans le plan de déplacement urbain, on a mis en place un certain nombre d'indicateurs qui relèvent un certain nombre de données en termes de pollution, de gaz à effet de serre, de fréquentation des transports publics, etc. Donc il faut s'adosser à ces dispositifs-là, il faut identifier les indicateurs manquants et les mettre en œuvre pour qu'on puisse, au regard des objectifs qui sont les nôtres, pouvoir constater les évolutions à venir. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? La loi LOM, elle nous dit quoi? Elle nous dit en 2024, on doit aboutir à 9% de part modale pour le vélo. Nous, on est engagé à la métropole sur un plan de pistes cyclables extrêmement important, puisqu'on veut multiplier par 3 les pistes cyclables, passant de 120 à 370 km sur le ressort territorial. Donc c'est extrêmement important, mais ça ne suffira pas, parce que les communes doivent participer davantage, parce que les entreprises doivent nous accompagner, parce que les associations qui sont engagées au quotidien aussi ont beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions. Donc il faut qu'on se fédère ensemble pour se dire comment est-ce qu'on atteint les objectifs de la loi LOM. Et c'est tout l'enjeu pour nous, je donne cet exemple-là, mais on peut le décliner dans bien des domaines des mobilités, tout l'enjeu pour nous, il va être maintenant d'arriver à se structurer et à répondre concrètement, à mutualiser les atouts qui sont les nôtres pour répondre aux enjeux que nous nous sommes collectivement fixés. Merci beaucoup, Monsieur Oslander. Un copilote politique du projet par rapport à vos fonctions territoriales, autre copilote politique, Frédéric Aguilera, en tant qu'élu, en tant que vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, monsieur, d'être avec nous. Merci d'avoir été avec nous déjà lundi, là où vous étiez en visio, mais c'était important que vous preniez la parole. Comment réagissez-vous aussi à ce que vient de dire Jérôme Oslander pour que tous les partenaires politiques du territoire soient dans cette logique qui va permettre de transformer l'événement Orbimob en une véritable dynamique au nom des mobilités durables? Bien, déjà, bonjour à toutes et à tous. Désolé d'arriver en cours de route. Désolé pour au moment de l'épisode de l'introduction. Je crois qu'il y a eu quelques problématiques techniques. En tout cas, de mon côté, j'ai eu du mal à suivre toutes les interventions. Ça me semblait effectivement important que la région puisse être représentée aujourd'hui, puisque, comme ça a été dit, la gestion des mobilités sur nos territoires, et ça ne peut en être autrement, c'est une affaire de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Chacun des acteurs a une partie du maillon de la structuration des mobilités, et il faut bien que tous les acteurs avancent ensemble dans des stratégies communes, et ça c'est extrêmement important. Moi je suis ce dossier maintenant depuis 3 mois à l'échelle de cette grande région qui est passionnante, puisque cette grande région, il y a à peu près toutes les configurations territoriales possibles, qu'on part de la métropole lyonnaise jusqu'au fin fond de nos vallées des Alpes, et les problématiques de mobilité évidemment sont un peu différentes. Mais parce que c'est différent, c'est passionnant, et parce que c'est différent, il faut qu'on ait aussi des outils, des lieux de réflexion, des scènes de réflexion comme Orbimob, pour aussi alimenter nos réflexions sur les mobilités. Parce que, je le disais en introduction, mais moi je suis assez frappé
sur les sujets des mobilités, comme sur beaucoup d'autres, on est dans des débats qui sont souvent très binaires. On est dans des débats, en tout cas du côté politique, je ne parle pas obligatoirement sur la partie du côté universitaire ou du côté des entreprises, mais du côté politique, il faut absolument qu'on scinde ce qui sont les bonnes et les mauvaises mobilités. Ça, c'est l'obsession du politique, c'est de classer les choses dans ce qui est bien, ce qui est mal. Et moi, je suis assez frappé parce que, évidemment, dans le camp du mal, pour beaucoup, aujourd'hui, c'est la voiture qui est classée. Il faut écarter la voiture de toute stratégie de mobilité. Dans le camp du bien, il y a obligatoirement tout ce qui est sur rail, alors que les problématiques des mobilités, c'est obligatoirement plus complexe que cela. C'est plus complexe que cela parce que ce qui est aujourd'hui, comment on détermine ce qui est bien et ce qui est mal, très souvent, et c'est un bon indicateur, à l'instant T, c'est l'indicateur, entre autres, des émissions carbone. C'est effectivement, je crois que c'est là on commence à avoir un consensus sur cet indicateur et tout le monde dit que c'est bien. Sauf que les mobilités, sur les sujets des mobilités, où on construit des feuilles de route à 15, 20 ou 30 ans, il faut qu'on commence à se dire, ou même au-delà d'ailleurs, c'est pas de savoir si l'objet ou le véhicule est bon ou mauvais, ou polluant ou non polluant aujourd'hui. C'est comment il sera dans 30 ou 40 ans. Parce que les infrastructures qu'on est en train de construire aujourd'hui, les stratégies qu'on construit aujourd'hui, c'est pour dans 30 ou 40 ans. Donc est-ce que ces objets vont être polluants ou seront dans le camp du mal ou dans le camp du bien aujourd'hui et demain? Et sur la voiture, si on prend le prisme du véhicule, de la voiture, c'est une vraie question. Aujourd'hui, le véhicule, il y a deux aspects. Il y a dans les cœurs métropolitains et dans les cœurs des grandes agglomérations, évidemment qu'il y a un problème de congestion. Donc il faut, à un moment et à un autre, rééquilibrer la part de la voiture par rapport aux autres mobilités. C'est une évidence. Mais en zone rurale, on aura beau faire tous les efforts du monde. Alors moi, je veux bien qu'on revienne aux grandes stratégies d'il y a un siècle où on construisait des lignes de train et on retrouve dans d'autres montagnes bourbonnaises ou un peu partout les anciennes lignes des tacos, les anciennes lignes, etc. Ok, on peut avoir ces stratégies-là, mais est-ce que c'est bien pertinent et est-ce que ça a du sens de vouloir absolument construire là aussi des mobilités qui sont concentrées que sur la notion de transport en commun? Parce que ça aussi, si on n'est pas pro-transport en commun absolument et que tout ne passe pas et toutes nos réflexions ne passent pas par les transports en commun, on est là aussi dans le camp du mal. Voilà, c'est tous ces problématiques-là où moi, ce que j'attends pour répondre à votre question de scène et de réflexion comme Orbimob, c'est de nous détacher de ça. Voilà, ok, le politique est binaire, pour pas dire parfois un peu primaire, mais c'est vous qui le dites. Hein. Oui, on a entendu plein de ricanements, mais c'est vous qui le dites. Il n'y a que moi qui peux me permettre de le dire. Mais voilà, le rôle d'Orbimob, c'est justement de prendre de la hauteur et de nous dire... Là, il y a des caps, il y a un cap, il y a d'autres manières de penser les mobilités, d'inventer des mobilités sur des territoires comme les nôtres. Ça a été dit à plusieurs reprises et c'est ce qui est au cœur d'Orbimob. Le territoire auvergnat est un territoire d'expérimentation assez exceptionnel pour cela, parce qu'on a effectivement une métropole suffisamment dense pour tester les problématiques des métropoles. On a des ruralités, des vallées, des plaines où on sait très bien qu'on ne pourra pas développer tout et n'importe quoi. Donc on a un terrain de jeu, de réflexion qui est assez exceptionnel et qui peut effectivement après être à l'échelle d'autres régions et à l'échelle de la région être dupliqué. En tout cas, moi, toutes ces réflexions d'Orbimob, je suis extrêmement demandeur. Et puis il faut qu'on raisonne, et là aussi il faut qu'on utilise, on a cité la loi L'Homme ou d'autres textes, là aussi il faut qu'on arrive à s'extraire parfois des pensées qui descendent de tous ces textes ou des réflexions qui descendent des textes parfois un peu avec des visions un peu parisiennes, hein. C'est pas d'antiparisianisme que de dire ça, mais c'est aussi une réalité, pour dire comment ces outils qui n'empêchent s'imposent à l'ensemble ces outils réglementaires ou ces lois qui s'imposent évidemment à tous, mais on les utilise à notre sauce, à la manière dont on peut, et parfois, et je vais jusqu'au bout de ma pensée, mais par exemple, il y a un défi majeur pour la région, pour les régions en France, mais pour la région
évidemment aussi, et on n'a pas voulu se précipiter aussi pour ces raisons-là, c'est l'ouverture de la concurrence du train, des TER. C'est un vrai sujet, mais il y a deux manières d'approcher ce sujet-là. Où on l'approche que sous l'angle financier et optimisation des moyens pour dire comment on va améliorer le train, où on se dit cette ouverture à la concurrence, ça peut être aussi un outil pour construire l'intermodalité et pas avoir une approche uniquement train, même si la loi dit c'est une approche uniquement par le train. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une approche beaucoup plus transversale sur nos réflexions au niveau de cette ouverture de la concurrence? C'est un vrai sujet, et c'est d'autant plus un vrai sujet qu'aujourd'hui les régions ne l'abordent pas du tout sous cet angle-là. Toutes les régions qui ont déjà avancé sur ces sujets d'ouverture à la concurrence, en fait, ne l'ont abordé que sous l'angle train. J'aurais deux questions en lien avec vos deux grandes fonctions, Frédéric Aguilera. Je reviens à la ville de Vichy. Est-ce qu'une ville comme Vichy, dont vous êtes le maire, ville de taille moyenne, peut être, permettez-moi l'expression, un laboratoire intéressant justement de mise en expérimentation de ce qui pourrait mais se présenter dans les différentes synthèses, travaux d'Orbimob? Alors, on a une particularité à Vichy. Je dis c'est une petite particularité puisque quand c'est analysé à l'échelle nationale par les agences d'urbanisme, on est la première ville moyenne de France à avoir autant de déplacements doux à pied. On dépasse les 50% intramuros de Vichysois qui ne se déplacent qu'à pied. Pourquoi? Parce que c'est notre construction urbanistique qui veut ça, etc. Donc, moi, en fait, j'ai un défi, c'est de ne pas casser ça. C'est l'urbanisme, l'histoire de notre ville qui nous a apporté ça sur un plateau, d'une certaine manière. Et l'un des défis pour moi, par exemple, quand on parle de plan vélo, bien sûr qu'on veut développer les vélos et les autres mobilités douces, mais c'est comment on développe les mobilités douces sans déstabiliser la présence du piéton et l'usage de l'espace public par le piéton. C'est un vrai sujet, on le voit avec les conflits d'usage qu'on peut avoir avec les trottinettes, avec les choses comme ça, qui sont des objets de mobilité aussi extrêmement importants et qui se développent. Donc moi, la particularité vichysoise, pour moi, c'est ça, c'est de continuer d'avancer sur les mobilités douces, mais très souvent, les stratégies des mobilités douces dans les villes ou les villes moyennes, c'est comment on rééquilibre entre la voiture pour redonner plus de place aux mobilités douces dans l'ensemble. Moi, c'est bien sûr sur la voiture, mais que ça ne se fasse pas au détriment du piéton. Et ça, c'est un enjeu majeur pour une ville comme Vichy. Est-ce que c'est duplicable? Est-ce que c'est... Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, j'ai une obsession, c'est la place du piéton dans la ville. Je reviens à votre fonction de vice-président chargé des mobilités à la région, et ça sera ma dernière question. Frédéric Aguilera, comment voyez-vous l'évolution de cet engagement, de cette présence de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la dynamique Orbimob, et notamment l'année prochaine? L'année prochaine, je ne sais pas. En général, voilà, moi, je le redis, moi je me sens totalement en phase avec l'approche et la volonté d'Orbimob d'inventer les mobilités, je dis bien les mobilités, sur type de territoire comme l'Auvergne, sur des territoires dits peu denses, parce que effectivement, toute l'obsession, là aussi, du politique au niveau national, ou et c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais toute la technostructure qui accompagne le politique au niveau national, évidemment, comme il y a une urgence sur les grandes métropoles et les métropoles, toutes les politiques sont souvent pensées métropole, grande métropole, et pas territoire peu dense. Donc moi, ce que j'attends d'Orbimob aujourd'hui, demain et encore plus après-demain, c'est de nous accompagner et de nous titiller aussi par le biais des réflexions d'Orbimob sur le fait qu'il n'y a pas que des territoires denses sur Terre. Merci. Et avant de passer la parole à Patrick Oliva, je vais faire un petit retour en arrière sur ce que vous n'avez pas entendu, Frédéric Aguilera, lundi, puisqu'il y a eu une coupure de faisceau au moment où justement, juste après votre intervention, la salle vous a applaudi parce que je me suis permis de vous féliciter par rapport au label UNESCO pour la ville de Vichy. Voilà. Mais merci pour les applaudissements avec du retard. Mais c'est intéressant cette histoire de l'UNESCO, parce qu'en fait, c'est pas le patrimoine, bien sûr, a été retenu, mais quand vous lisez le dossier UNESCO, c'est pas que le patrimoine, loin de là. C'est l'organisation urbanistique tournée, entre autres, autour de la qualité de vie et du piéton
et la manière dont les villes thermales sont organisées d'un point de vue urbanistique autour de cette problématique de la mobilité douce et qui va même jusqu'à la notion de paysage thérapeutique par la promenade, etc. Donc le dossier UNESCO est au cœur des problématiques de mobilité. Je savais bien qu'il fallait lui redire les choses. Je le savais bien. Patrick Oliva, j'ai eu raison, Patrick, de vous demander de prendre la parole qu'avant le préfet. Non, non, mais vous voyez, vous avez noté plein de choses. Il y a plein d'engagements pour l'année prochaine. Absolument, ce n'est que du bonheur. Et donc merci à vous tous et surtout merci d'avoir eu ce ton extrêmement simple, direct, pas du tout confit, qui je crois était une des marques de cette semaine Urbimub. Alors une semaine Urbimub, je voudrais quand même le dire, ça va prendre 2 minutes, mais je le dis quand même, cet événement a eu lieu. Moi, nous ne sommes pas au dernier jour, parce que le dernier jour c'est demain. Il y a une grande journée donc avec le grand public. Mais je tiens à remercier nos 2 financeurs, la métropole, merci beaucoup. Et puis bien évidemment, la fondation d'entreprise Michelin. Voilà. Sans ces 2 organismes, il n'y aurait pas eu de semaine. Et je crois que si on est là à exprimer un certain nombre de satisfactions, c'est grâce effectivement à cette réalité. Et puis bien évidemment à toute la structure de Maceo qui nous a aidés à l'exploitation et ainsi que nos partenaires. Voilà. Ayant dit ça, oui, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que, il me semble qu'au cours de cette semaine, on a remis un petit peu les pendules à l'heure. Et on a essayé de resituer finalement les grandes priorités en s'adossant non pas à des dogmes, mais aussi à une réalité internationale. Et c'est pour ça que je voulais que la première journée soit une suite de conférences. Il y a eu 8 conférences que je vous invite d'ailleurs à revoir sur Internet, qui sont absolument extraordinaires et qui montrent bien ce qui se passe au niveau mondial. Je vais rebondir sur les propos de Frédéric Aguilera, maire. Je prends votre première casquette. C'est évident que, je le redisais en introduction là, le mardi, la transformation des mobilités en milieu urbain, quelle que soit la taille de l'entité dont nous parlions, que ce soit Clermont, que ce soit Vichy, que ce soit Brioude, que ce soit Nebouza, c'est d'abord le piéton. Et on semble l'oublier. C'est-à-dire un piéton sécurisé. Voilà, c'est aussi simple que ça. La deuxième priorité, c'est du cyclable sécurisé. La troisième priorité, toutes les villes qui ont réussi ont fait ça. Troisième priorité, c'est rechercher, dans ce qu'on appelle la ville apaisée, avec le 30 km/h, un flux homocinétique, tout le monde à la même vitesse, entre les vélos qui resteraient sur la route, les camionnettes, etc., etc. Quatrième, le transport en commun. Cinquième, un grand plan d'électrification des mobilités qui demeurent. C'est dans cet ordre-là qu'il faut le voir. Et puis tout le reste vient de surcroît. Mais voilà, il y a de la méthodologie à développer là-dedans. Il y a une priorité. Et je pense qu'on a eu l'occasion de le redire. Et je pense que c'est important, et en particulier dans le contexte post-Covid, de réanalyser tous les PDU. Et quand je regarde par exemple le PDU de la métropole, on va dire peut mieux faire après la Covid, parce qu'il y a plein de priorités qui ont changé. Et puis il y a des dogmes qui sont mis dedans qui n'ont plus de raison d'être. Bon, ça c'est dans le milieu urbain. Et puis, Orbimob s'intéresse aux mobilités territoriales. Et donc c'est bien la jonction entre la capitale régionale que nous sommes, et puis l'ensemble du territoire, et puis tout le substrat urbain. Si on regarde bien cette opération-là, on a vu, c'était reprécisé par monsieur le préfet de région, la loi climat et résilience qui nous dit 40% de CO2 en moins d'ici 2030. Ça passe par 3 priorités. Ça passe par 3 priorités dont je n'entends quasiment jamais parler. Première priorité, c'est que le parc de véhicules routiers s'électrifie massivement. Sinon, on n'y arrive pas. C'est très simple. Deuxième priorité, c'est vraiment la refonte progressive de nos systèmes de logistique. La logistique, c'est vraiment le mouvement le plus important qui se développe aujourd'hui, et plus encore avec le développement du e-commerce, etc. Il est essentiellement routier. Alors, monsieur le préfet, juste titre, parle du doublement du fret ferroviaire
et j'y suis personnellement extrêmement favorable, et ça paraît une très bonne chose au niveau national, mais au niveau de notre Auvergne ou du Massif central, c'est peanuts, hein, c'est epsilon. Voilà. Donc, il faut doubler, très bien, ou moins doubler, très bien, mais ce n'est pas du tout ça qui va traiter le problème. Ce qui va traiter le problème, c'est d'aborder la question du trafic routier, de voir comment nous mutualisons, comment, avec l'utilisation de données nouvelles, nous pouvons gérer beaucoup mieux les flux, les histoires de just-in-time, etc., les adaptations industrielles, tout ça, c'est ça qui est le vrai dossier. Et le troisième dossier, c'est évidemment, parce que tout ne va pas s'électrifier tout de suite, et tout ne sera jamais complètement électrifié, du moins de mon vivant, ça n'arrivera pas, et je pense que du vivant des personnes qui sont là, ça ne se passera pas non plus. Donc il faut d'autres carburants. C'est à moi le mérite d'être franc. Il nous faut d'autres carburants, et ça passe par les énergies renouvelables, qui sont une des grandes richesses potentielles de notre territoire, et vraiment la source de revenus possibles pour y arriver. Je m'adresse à Virginie qui est là-haut, avec son projet Urban Pact, dont elle est leader, hein, faire de Clermont une ville à énergie positive. Tout ça, ça ne peut se faire qu'avec un Clermont bien connecté à son territoire, et un territoire qui justement a embrassé complètement la révolution des énergies renouvelables. Et c'est l'occasion de vraiment capitaliser sur une richesse de notre terre, hein, qui est assez unique. Voilà, il faut se dire que on a des handicaps, hein, en Auvergne et dans le Massif central, mais on a des atouts pour l'avenir colossaux. Alors ne les gâchons pas, hein, surtout pas, et tentons de les valoriser tout de suite, et on a de grands acteurs. Donc voilà, ces grands 3 dossiers que je viens d'évoquer n'excluent évidemment pas tout ce qui est engagé déjà, mais dont il faut bien se rendre compte que, en termes d'emploi et en termes de loi sur le climat et la résilience, donc l'objectif de réduction des CO2, c'est peanuts. C'est très important pour des raisons sociales, c'est très important pour un certain nombre de considérations locales, et il faut évidemment le faire, mais attention, sur des grands objectifs nationaux que nous nous sommes donnés, ça n'est pas là que vont se trouver. Donc il faut avoir cette capacité entre nous tous à marier ce qui a été engagé pour des raisons pleinement justifiées et auxquelles j'adhère, mais en se disant, n'oublions pas ces grands objectifs qui, justement, semblent ne pas être dans le cœur du débat. Et je pense que, en tant qu'initiateur d'Urbimob, mais moi je ne suis qu'un facilitateur, hein, c'est vous qui faites le job, il nous importe de remettre ensemble ces objectifs au cœur. Je rappelle encore une chose, c'est que dans cette évolution, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, et je suis frappé de la bienveillance, de l'intérêt manifesté par des organisations internationales pour nous aider, pour faire partager le savoir. Hein. Il y a des tas de talents qui n'ont qu'une envie, c'est se mettre à notre service gratuitement, je dis bien gratuitement, pour nous aider à faire franchir les étapes, hein, qui sont là. Alors quelquefois, je vois des tas d'études, de conseils, de choses qui disent, mais c'est de l'argent gâché. Voilà. Allons chercher, moi je suis encore plus auvergnat que vous, je ne suis pas auvergnat d'Auvergne, mais un sou c'est un sou, et autant les mettre là où il faut, hein, là où il faut. Alors que les idées, elles peuvent venir gratuitement, rapidement, et se mettre tout à fait en place. Voilà. Et je vais terminer pour dire que, voilà, à travers cette dimension territoriale, Clermont a été dans cette manifestation, évidemment, un petit peu le centre de gravité, mais pour moi, il faut que les années qui viennent amènent à un rééquilibrage. Et donc des villes comme Vichy, comme Aurillac, comme Le Puy, etc., doivent progressivement monter en régime. On ne peut pas se disperser partout. Donc on a fait des choses, et merci donc aux acteurs qui ont permis de le faire. Ça me paraît tout à fait indispensable. La très grande satisfaction que j'ai, pour finir, c'est que à aucun moment, contrairement à ce que je pensais, n'ont été remises en cause deux hypothèses fortes que j'avais émises, qui étaient de dire quelle maille de territoire choisir. Quelle maille de territoire choisir? Bon, j'ai une certaine expérience internationale et une expérience nationale, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut? Je pense objectivement que cette maille des 4 départements d'Auvergne est vraiment la maille idéale pour concrètement faire des choses très bien, en lien avec une université qui a la chance d'être aussi à cette maille-là, et pour moi la dimension académique est essentielle. Donc pas de remise en cause du territoire, et ça n'est pas du tout une manière de dire on est rabougri, on a peur des autres, pas du tout. On est complètement accroché à la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est complètement au cœur de
monsieur le commissaire du massif, hein, vous le savez, et on aime ce massif. Et donc, c'est très important de travailler à cette maille-là et de réussir ça, parce qu'à cette maille, on peut discuter entre nous. Voilà, on peut se connaître et on peut être très efficace. Merci. Ni l'échéant de 2027, Pardon ? vous me permettez, je veux dire, non seulement on ne remet pas en cause de territoire, mais on ne remet pas en cause l'échéant de 2027. C'est ça qui est important aussi. 2027, c'est l'échéance des mandatures, de la région, des départements, etc. Et c'est dans ce laps de temps qu'il faut avoir réussi des choses. Je m'arrête. Et merci beaucoup à vous tous. Et moi, je voudrais qu'on remercie Patrick Oliva pour son implication. Et avant de donner la parole à monsieur le représentant du préfet du département, je voudrais aussi remercier toutes ces personnes dont on a vu les noms, les connexions, les questions, les remarques dans les chats tout au long de ces, j'allais dire directs, mais ça c'est mon jargon à moi dans mon métier, tout au long de ces différentes visios. Merci aussi à vous de vous être connectés. Monsieur Le Noble, la parole est à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à tous, merci beaucoup. C'est toujours compliqué de prendre la parole après ces débats, ces débats passionnants, surtout quand on représente l'État qui est souvent vu comme un être minéral et froid. Ce que nous ne sommes évidemment pas du tout. Voilà. Comment se joindre à cette animation, à cette volonté d'avancer, juste dire, reprendre les propos du préfet Mayos, hein, qui dit que notre région est un territoire moteur pour les mobilités. Pour autant, ces moments d'échange et de réflexion sont plutôt rares. Et collectivement, nous tenons encore une fois à remercier les organisateurs de la semaine Orbimob et en particulier Monsieur Oliva. Comme je le disais, des moments rares, et comme vous le savez, ce qui est rare est souvent précieux. Et cette semaine de conférence fut précieuse à plusieurs titres. Alors, tout d'abord précieuse par le nombre et la qualité des partenaires. On est souvent tous ensemble, de manière solidaire, à porter des idées, à réfléchir et à les concrétiser quand les sujets nous dépassent et sont d'importance pour l'ensemble de la population. Et c'est le cas cette semaine. Et cela prouve par la qualité des partenaires tout l'intérêt de continuer à porter et à réfléchir sur ce sujet des mobilités. Précieuse par son dynamisme, hein, on a pu mesurer tout le travail accompli par l'ensemble des partenaires Orbimob depuis le lancement officiel qui date de novembre 2020, c'est ça ? Voilà. Précieuse enfin par ses ambitions, car nous savons tous que seuls des objectifs lourds nous permettront de répondre aux enjeux majeurs des mobilités territoriales durables, en passant notamment par des solutions innovantes. Ainsi, les services de l'État que je représente cette fin d'après-midi se retrouvent pleinement mobilisés dans cette démarche, notamment autour des trois grands axes et des trois grandes priorités rappelées par le préfet de région. La loi d'orientation des mobilités de 2019, la transition écologique avec la loi climat et résilience, et le report modal de la route vers le fleuve ou vers le rail, comme vous l'évoquiez, avec ses travers, mais ses avantages également. C'est pourquoi les services et les opérateurs de l'État sont à la disposition de tous, ici encore une fois, chaque jour pour accompagner l'ensemble des projets. Et si j'avais, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, il faut que je joue le jeu également, si on avait un engagement à porter au niveau des services de l'État, ça serait peut-être d'aller encore plus loin, on le fait aujourd'hui, mais d'aller encore plus loin sur le fait de porter, notamment financièrement, les petits projets, les expérimentations, les choses qui motivent les territoires, qui les font vivre. Et c'est peut-être l'engagement qu'on peut prendre ce soir dans le cadre de cette clôture d'Orbimob. J'en profite pour saluer l'action de l'ADREAL, de la DDT, de l'ADEME, du CEREMA, de la Banque des Territoires, du commissariat de massif de la NCT, donc, et l'ensemble des services et des opérateurs de l'État qui portent
et je tiens à le souligner, hein, avec l'ensemble des collectivités et les autres acteurs publics et privés essentiels, la mobilité et l'ensemble des dispositifs majeurs au travers notamment, pour ce qui nous concerne, du plan de relance, du contrat de plan interrégional État-région Massif central, ou encore du plan Avenir Montagne, et j'en passe. Je tenais quand même à terminer cette séquence par un exemple, parce que c'est souvent ce qui parle, hein, un exemple récent de réussite collective, c'est ça qui est important, celui du projet du SMTC, syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, et de son projet Inspire, qui a de multiples facettes, projet visant à compléter, notamment celui qui a été lauréat récemment, à compléter la ligne de tramway sur pneus par la création de lignes de bus à haut niveau de service et à zéro émission. Ce projet répondant aux critères techniques, écologiques, économiques et de service public qui nous animent tous, a bénéficié d'une subvention France Relance de plus de 20 millions d'euros, ce qui est remarquable. C'est par ces réussites que nous pourrons motiver les porteurs de projets et concrétiser les premières expérimentations dès 2022. Et donc, c'est l'engagement que je formule pour les services de l'État pour l'an prochain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lenoble, de conclure et d'être dans l'envoi pour la suite d'Orbimob. Orbimob qui se poursuit demain, Patrick nous l'a bien redit tout à l'heure, poursuit demain dans plusieurs villes, dont Clermont-Ferrand et le lieu qu'on connaît tous, la place de Jaude. Et pour l'instant, ça va au niveau des horaires. On est un tout petit peu tôt, mais c'est pas grave. On va aller autour d'un verre et poursuivre de manière conviviale entre nous. Merci à tous.